ayant tout de même été 2 ans dans un collège français en Bulgarie, chez les Assomptionnistes. Et donc, bon, j'ai fait mon chemin comme ça. Ça veut dire que j'ai appris le français, disons, à peu près grammatical par la suite. Et puis, bon, je me suis mis à écrire des choses qui vont peut-être paraître, enfin bon, entre 55 et 63, j'ai écrit des poèmes. Alors peut-être qu'un jour sortiront-ils, mais enfin, j'ai fait le nécessaire. Et ça englobe une période de ma vie qui est quand même assez importante, c'est pendant mon service militaire. Donc il y a des choses qui font allusion à ce que j'ai vu sur place, etc., mais enfin toujours d'une certaine manière déjà élaborée. Bon. J'avais un professeur de français qui était quand même très très sympa avec moi. Il savait que j'étais nul en orthographe, mais il savait que par ailleurs, quand même, les maths, la physique, tout ça, ça allait bien. Donc il m'a soutenu chaque fois qu'il y avait conseil de classe, tout ça, enfin bon. Ça s'appelait Fourman. Qu'est-ce que ça apporte? Bon. Il y en a eu d'autres. Bon, il y en a un avec qui je suis allé à faire des colonies de vacances. Je suis allé avec lui en Corse. Et puis nous sommes allés aussi ensemble. Alors, donc c'était un voyage qui forme la jeunesse, comme on dit. En 1951, nous avons visité l'Algérie et la Tunisie. Alors quoi d'autre? Bon, j'ai fait médecine. Et la médecine, ça mène à tout. Ça mène à des spécialités. Alors, j'ai entrepris la spécialité d'électroradiologie. Et j'ai eu le diplôme. Mais je ne supportais pas les rayons. On faisait des remplacements. Alors on fait des estomacs, des boyaux et tout ce qu'on veut. Mais au bout d'une semaine de remplacement, j'étais... Donc ensuite j'ai persévéré du côté de la neuropsy. Là aussi, ça n'a pas été de tout repos parce que pour avoir le diplôme sans passer de concours, il fallait passer un certain nombre de stages. Alors ça a duré, quoi. En tant qu'interne de psychiatrie, mon internat a duré plus de 6 ans. C'est-à-dire que oui, voilà, c'était ça. Depuis le diplôme a été divisé par 3 branches, pédiatrie, neurologie, psychiatrie. Mais donc je me suis dirigé vers ce chose, et j'étais donc interne, et il y avait des confrères qui allaient se faire analyser, on disait ça comme ça. Alors il y en a qui allaient à Strasbourg, des autres je ne sais pas où, et moi je suis allé à Paris. Et donc j'avais une liste de psychanalystes. Il y avait Lagache. Et puis, je ne sais plus qui. Non. Alors, je téléphone, ils ne répondent pas, ou alors c'était pas possible. Et je crois que c'est en 3e position que je suis tombé sur Lacan, qui a dit dans un mois, venez me voir. C'est comme ça que c'est parti. Bon. Mais une fois qu'on est dans ce milieu quand même qui était assez remuant, enfin bon, il y avait des personnes qui avaient un certain éclat. Bon, or, je ne m'y suis plus, voilà. Pour dire les choses, je me suis investi, sauf que depuis le début, la question est de savoir qu'avait-il dans le crâne cet bonhomme qu'on appelait Jacques Lacan. Il y a eu plusieurs, au moment de la dissolution, il y a eu des recompositions diverses. À un moment donné, il y a eu Safran, plus du Mésil, plus je ne sais plus qui d'autre. Melman, il avait créé une structure, disons. Je m'étais inscrit, et puis ensuite, ça, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû m'éloigner un tout petit peu de ce qui était en fait le point de rassemblement, à savoir c'était Paris. En
tant que provincial, ça devait de plus en plus difficile d'aller pour des réunions où effectivement ce qui était proposé n'était pas toujours abouti. On discutait ce qui viendrait pas, pourquoi ça viendrait pas. C'est comme ça, tous les groupes fonctionnent comme ça. Bon, donc s'entendre sur un programme et le tenir, ça devenait de plus en plus difficile. Voilà. Et puis je faisais un séminaire à Nancy, j'ai fait ça pendant plus de 20 ans. Il y a eu des groupes qui ont fonctionné un certain temps. Alors bon, il y en a qui essayaient plus ou moins d'accaparer les groupes et tout ça, c'est toujours comme ça entre collègues évidemment. Et puis eh bien, bon, il y a eu un moment où j'ai fermé ma boutique et je suis arrivé à Nice. On est sur les bords du Bosphore quand même, la Bulgarie. Hein. C'est un endroit de passage où, enfin bon, il y a eu des transits dans un sens ou dans l'autre. Et ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, ceux qui arrivaient là étaient aux prises avec d'autres qui étaient ou qui allaient venir. Et ils cherchaient tous à cacher leurs trésors. C'est bien qu'il y ait il y a comme ça alors c'est le mot bulgare qui m'arrive pour dire effectivement des tertres, enfin, comment on appelle ça, enfin, sous lesquels on avait enterré tout ça. Et actuellement, en Bulgarie, c'est un chantier. Hein. On creuse partout. Tout le monde creuse. Alors quand on a trouvé quelque chose, bon, le trésor de la trace et tout ça, eh bien le tombeau, on le fait garder militairement. Hein, parce que, bon, 3 jours après, il n'y aurait plus rien. Bon, c'est comme ça. C'est des pays qui ont été un peu trop ouverts, hein, bon, à toutes les influences. Alors j'ai donc subi l'influence de l'Orient, le mode de vivre des Turcs par exemple, parce que la langue bulgare contient au moins un tiers de vocables d'origine turque, bon, des vocables aussi d'origine grecque, mais enfin bon, on est là pour prendre d'une certaine façon la mesure hein, de toutes les influences sous lesquelles on est. Hein, bon. Il n'y a rien à acheter. Bon. Alors évidemment, ça cohabite bon, plus ou moins avec ce que j'ai dû, d'une certaine façon, assimiler ensuite sur le plan universitaire et au-delà. Et que vers l'âge de 9-10 ans en Bulgarie, je maniais la langue quand même d'une façon assez sérieuse. J'arrivais à faire rigoler les gens, enfin bon, ça suppose tout de même une technique de la langue. Non, quand j'écris, j'ai toujours en vue ce que Lacan appelait le bachelor, celui qui voudrait effectivement, bon, mettre en place un certain nombre de concepts, et qui n'a pas véritablement le temps de lire tout Lacan, tout Freud, tout machin, bon. Et qui souvent a affaire à des répétiteurs, disons, qui ne font pas le boulot. Il y a lieu d'être au plus près, disons, des termes d'une certaine langue, de façon à ce qui est à penser hein, ne soit pas trop, disons, emberlificoté, hein, et au plus près justement de la clinique. C'est pas sorcier, hein, mais je m'aperçois que les gens, chaque fois qu'ils se mettent à faire bon, un topo, j'ai vu ça récemment à Nancy, la personne, au lieu de nous faire un exposé sur un thème où, bon, il y a un certain nombre de paramètres à mettre en place, du vocabulaire certes, mais qui a essayé de nous faire en condensé une véritable thèse. Bon. Si bien que personne n'a retenu ce qu'elle a dit.
elle a noyé le poisson. Alors, c'est devenu une façon de faire généralisée. On essaie d'en rajouter tout le temps, bon. Alors que se limiter à un cas précis, à un certain nombre de problèmes qu'on aimerait bon, mettre à plat, parce que bon, le terme de mettre à plat, on ne sait plus ce que ça veut dire, hein, parce que bon, c'est utilisé par Lacan, on ne sait plus faire. Hein, sous prétexte qu'il y en a qui font mieux, en plus de mots, en plus de phrases, en plus de concepts. Bon, bon. Donc, d'une certaine manière, je me suis efforcé de rendre accessible un certain nombre de choses qui ne paraissaient pas l'être vraiment. Bon. Et parce que j'ai fait 20 ans de séminaire quand même. Bon. Bon. C'est quand même un genre d'exercice, hein, bon, mais dans lequel j'ai essayé d'appuyer tel ou tel point de Lacan par des bouts de citations, de thématiques empruntées dans des champs voisins, hein, de la psychanalyse, mais qui permettaient d'éclairer certains points. Bon. J'ai fait ça fort longtemps. À un moment donné, j'ai fait un séminaire, j'avais intitulé ça Les apocryphes lacaniens. Ça veut dire que il y a les textes qui sont de Lacan, on les écrit par exemple. Et puis il y a ces séminaires qui ont été réécrits de différentes façons. On le sait maintenant, bon, il y a énormément de variantes. Alors tout ce qui n'est pas directement de lui, c'est apocryphe. Voilà. Et les personnes qui suivaient mon séminaire ont eu l'idée de le transcrire. Sauf que, bon, ils ont travaillé évidemment sur un enregistrement sonore, donc il a fallu le transcrire, et tous les noms propres ont foiré. Bon. Alors, est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'il faut les écrire au tableau, systématiquement? Donc c'est resté comme ça, je ne l'ai pas repris. Si, il y a des parties que j'avais développées, que j'ai fourguées ici ou là. Hein. Mais bon, c'est resté comme ça. J'ai fait des choses qui n'ont pas été publiées pour des raisons X, Y. À un moment donné, j'avais fait une sorte de bouquin sur 5 intervenants, notamment ceux qui sont venus au titre donc des cahiers pour l'analyse. J'avais essayé de voir d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils avaient comme spécialité, etc. Et qu'est-ce qu'ils avaient apporté ou repris dans l'enseignement de Lacan. Bon. C'est resté en rade, mais bon, c'est pas vraiment malheureux dans la mesure où eux, ils ont évolué. Hein. Donc depuis, ils ont des positions dans l'université en général, enfin, et dans la vie. Bon, certains se sont investis dans le spectacle, le théâtre et autres choses comme ça. Badiou a effectivement commis deux pièces d'opéra, bon. Mais ça a été pour moi un moment où effectivement j'ai pu rassembler mes idées, préciser, etc. Sans plus. Hein. C'était une époque. Et donc, pratiquement, ça cesse à partir du moment où je suis entré en psychanalyse, à 2 ou 3 années plus tard. Une espèce de verbe comme ça. Il y a des
critique dans ce que je dis par rapport aux militaires et autres, disons, personnages, les circonstances que j'ai vécues. Mais c'est toujours comme ça, ponctuel, en tâche. Et puis je ne sais pas, moi, je m'aperçois après coup que je suis relativement bonhomme, quoi. Bon. C'est peut-être parce que mon père était comme ça, hein. Bon, il prenait les choses du bon côté. Bon. Ben, il n'avait pas le souci de la dramatisation. Des bons vivants, bon. Je n'ai pas une foule d'amis, mais ceux évidemment avec qui je continue à avoir des liens sont quand même très présents, je veux dire. Voilà. On les choisit pas, les amis. Hein. Bon, c'est un peu les circonstances qui font que, bon. Mais une fois qu'on les a, bon, on les soigne. Bon. Je suis parti au service militaire et j'ai laissé cet enregistrement à ma mère. Elle l'a écouté, réécouté, pendant que j'étais absent. Ça a duré quand même 2 ans et des poussières, hein, bon, le service militaire. Donc c'était d'une certaine façon un substitut de ma présence. Là. Mais c'était donc sonorisé. Oh, c'était sur une bande magnétique, je ne sais pas ce que c'est devenu. Hein, bon. Ça ne supportait pas, je pense. J'en ai tous mes séminaires qui ont été enregistrés dans une grosse boîte. Bon, j'ai jamais fait le retour sur ce que j'avais dit. Hein, bon. Par contre, ce qui était écrit, je reprends de temps en temps. Ouais. Alors donc je parlais d'amphi, bon, j'en ai connu quelques-uns et je me souviens comme ça de celui de l'école de chimie à Paris où il se passait comme ça des choses, je me souviens très bien de Mustapha Safwan, hein, descendant les escaliers et hurlant absolument, il descend en courant, qui était en bas sur le tableau, c'était Charles. Hein, bon, alors, donc, ils se connaissent depuis très longtemps. Hein, bon. Mais je ne verrais pas aujourd'hui que quelqu'un puisse faire cette chose-là. Par exemple, aux endroits où se réunissent, quelles que soient d'ailleurs les associations et autres tribus aujourd'hui. Il y avait donc une certaine vie qui, aujourd'hui, c'est quand même assoupie en quelque sorte. Bon, je me souviens aussi Lacan à Vincennes, par exemple. Bon, il s'amusait à imiter la voix de personnes qui l'interpellaient de très haut, comme ça, avec sur un mode très aigu, il répondait sur le même mode. Après, c'était assez rigolo. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu, qui est monté sur la tribune, et il prétendait se déshabiller. Bon, alors, Lacan négociait un peu la chose, et puis jusqu'au moment où un certain nombre de participants ont commencé à lui dire « Hey, fous le camp et machin », bon, et Lacan lui disait « Oui, vous n'êtes pas très populaire. » Voilà. Mais bon, j'ai vu Lacan dans d'autres circonstances, au retour d'un congrès qu'il y avait eu sur la place précisément. Je l'ai vu dans le train, hein, qui était arrivé en gare. J'étais descendu à un bout et lui, il était là devant une porte avec toute une file de gens derrière lui. Il n'arrivait pas à ouvrir la porte. Il a fallu que de l'extérieur, je donne un coup de main. Ça veut dire que d'une certaine façon, bon, c'était pas vraiment un horloger, quoi. Bon, pour ce qui est de manipuler des planches
de porte de chemin de fer. Mais c'était quelqu'un qui avait une notion du temps tout à fait particulière. Il avait horreur d'attendre. Et c'est vrai que je ne suis pas remonté en voiture avec lui, mais je suis sûr que ça devait se passer quand même bizarrement parce qu'il avait horreur des feux rouges, par exemple. Il fallait que ça passe ou que ça que ça casse, c'est pas vrai. Voilà les quelques notations que j'ai de lui, mais enfin bon, j'ai connu aussi Roudinesco, Elisabeth Roudinesco. Elle venait à Nancy, chaque fois qu'elle avait sorti un bouquin, il y avait une salle où effectivement on venait parler, le forum de l'IFRAS, que ça s'appelait. Alors donc elle était invitée, et après ça on allait manger un bout en ville. Je faisais partie du collectif, le petit collectif qui l'accompagnait. Donc on a pu échanger un certain nombre de choses. Mais bon, c'est souvent très très personnel. Enfin bon, parler de ses amours, des choses comme ça. Enfin, bon. Sinon, qui est-ce que j'ai connu? Surtout Ronde Pierre, qui effectivement faisait un séminaire, mais je l'ai connu surtout au café constituant pour l'analyse. Et donc, c'était quand même un grand personnage, sauf qu'il n'a pratiquement rien écrit. Il y a, je crois, quelque part, un texte de lui, et c'est à peu près tout, alors qu'il y avait toutes sortes de gens qui étaient là agglutinés à ce qu'il pouvait dire dans son séminaire, tout ça. Bon, voilà, j'ai connu surtout Ouri Gattari, à un moment donné, où il faisait de la psychothérapie institutionnelle, et alors, au bout d'un certain temps, surtout ici sur la côte, on n'en voulait plus en entendre parler de la psychothérapie institutionnelle. Alors, c'est vrai qu'ici, faire état du fonctionnement des institutions, c'est quand même assez scabreux. J'ai connu des gens qui étant venus depuis Nancy ici, dans une université, ils disaient voilà, il y a 2 agrégés de Paris qui sont nommés à Toulon, on ne les a jamais vus. On leur a dit d'emblée, restez à Marseille, c'est bien là-bas. Alors, donc, on ne se rend pas compte des différences comme ça de perception des choses d'une région à l'autre en France. C'est vrai que depuis Paris et Nancy, il y a quand même une énorme différence parce que nous sommes des provinciaux et ça, c'est tout à fait essentiel. Et je peux continuer sur ce thème dans la mesure où effectivement j'ai un peu quand même voyagé. J'ai vécu en Bulgarie, j'ai vécu en Afrique du Nord pendant plus de 2 ans. Et donc à Nice, à Nancy. La cohabitation des personnes est quand même liée à l'accent, par exemple. J'ai toujours été quelqu'un qui avait un accent. Moi, c'est un accent effectivement qui fait que je roule les airs. Ça me vient de Bulgarie, mais ça me vient aussi de ma grand-mère française qui, elle, aussi roulait. Alors bon, on est aussitôt catalogué comme ça à partir de ce que, de la façon de parler, et les tournures et tout ça. Alors, Freud disait que pour bien analyser, il fallait être de la paroisse. Ça veut dire que, si il était chez les Spoons, il fallait qu'il sache un certain nombre de fables, de contes, de légendes, dont le contenu se trouve d'une certaine façon réapparaître dans le discours des uns et des autres, et c'est ça qui est signifiant. Alors Lacan disait quelque chose qui est terrible, à savoir qu'il n'y a pas d'inconscient en dehors du divan.